Salut les makers, CrazyDoob, un grand moment pour moi aujourd'hui que je m'en vais partager avec vous. Jusque là, quand on me demandait ce que je préconisais comme imprimante 3D grand format, je veux dire à peu près 9 fois sur 10, je répondais Sidewinder X1. Une machine que j'ai depuis très longtemps, je vais dire une machine d'ailleurs qui a survécu à pas mal d'autres copines qui ont pu passer à l'atelier. Voilà, une machine que j'avais un petit peu améliorée, j'avais présenté quelques améliorations, au final assez peu par rapport à la machine d'origine. En tout cas une machine vraiment fiable. Pour vous donner un ordre d'idée, pendant la première vague de Covid, sur les près de 1000 visières que j'ai pu fabriquer, je pense qu'elle a dû en manger 500 ou 600, sans compter les dizaines et dizaines de pièces que j'ai pu imprimer en parallèle. Voilà une machine vraiment de cœur, clairement. C'est une machine qui m'avait été offerte à l'époque directement par Artillerie, que j'ai vraiment poussé dans tous les sens, et qui fonctionne encore très bien d'ailleurs aujourd'hui, hein, clairement. C'est pourquoi quand Artillerie m'a recontacté pour tester la nouvelle version, la version X2, forcément j'ai sauté sur l'occasion. Donc voilà, c'est une imprimante qui m'a été offerte, voilà, hein, les choses sont dites. Clairement j'ai pas de contrepartie particulière, voilà, je dois vous en parler. Ils m'ont juste demandé de faire le comparatif et puis de vous présenter les fonctions de la nouvelle machine. Donc je vais comme d'habitude être totalement objectif, voilà, vous montrer les points positifs et les points négatifs, s'il y en a, et je suis à peu près sûr qu'il y en aura. Enfin voilà, en tout cas je suis pressé de vous montrer ça. Au premier coup d'œil, on se rend compte qu'Artillerie n'a pas révolutionné esthétiquement son produit. On retrouve le même châssis, hein, je veux dire à peu de choses près, voire même à l'identique. Ce bon vieux tank, voilà, c'est comme ça que j'appelais ma X1. Donc un châssis bien rigide, avec une ventilation qui est très bien foutue. Vraiment silencieuse et clairement largement suffisante, hein. J'ai déjà vu sur Thingiverse ou autre des modifications, des ajouts de ventilateurs, etc. Je peux vous le garantir, c'est totalement inutile. Elle a travaillé des semaines entières non-stop sans jamais crouler, donc voilà, inutile d'ajouter quoi que ce soit à ce niveau-là. Au niveau de l'aspect général, on a quelques petites différences que j'évoquerai après, hein, notamment au niveau des protections, des guidages. Ça, c'est des petites choses vraiment sympas. On a la partie haute qui était un profil en aluminium qui est devenu une pièce injectée en plastique. Alors je pense pas que c'est une grosse incidence sur la rigidité de l'ensemble. Je trouve toujours ça un petit peu dommage de mettre du plastique où il y avait de l'aluminium. Après on aime ou on n'aime pas l'aspect esthétique. Je trouve ça plutôt sympa de retrouver le nom de l'imprimante, mais voilà, le côté plastique, je suis un petit peu moins fan. Après, si environnementalement parlant, on réfléchit, ça permet peut-être de gagner quelques grammes de CO2 au transport, donc bon. Voilà, je vais un petit peu loin dans la démarche, mais bon, en tout cas, voilà, je suis pas trop fan du côté plastique. Mais bon voilà, ça va pas, je pense, avoir d'incidence particulière. Sinon voilà, au niveau esthétique, on a des petits plus, mais on reste sur une machine relativement identique visuellement. Dans le titre de la vidéo, je vous indiquais que la marque avait tenu compte un petit peu des avis des différents utilisateurs de la version 1 de la Sidewinder. Vous allez voir à quel point c'est vrai. On va commencer déjà par le système de connectique, donc les petits défauts qu'on pouvait relever sur la première version de la machine. Moi j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là, mais certaines personnes avaient des ruptures au niveau de la nappe. Donc là on avait une nappe qui était dans un petit connecteur, je crois que c'est des types FFC ou un truc comme ça. En tout cas voilà, ça a été complètement modifié. Maintenant on a un système de pièces en plastique. Alors, je vais essayer de vous faire une bonne mise au point, en fait qui vient se connecter au moment où on vient installer le portique. Donc on a deux vis par en dessous et en fait toute cette partie là, la nappe est raccordée directement dans un élément plastique. Donc plus aucun risque de rupture à ce niveau-ci. Seconde amélioration, c'était celle-ci en fait, hein, c'était une petite pièce que j'avais designée qui permettait en fait de limiter la flexion au niveau du connecteur, éviter l'arrachement et la dégradation de la nappe, donc je n'ai pas eu de problème avec cette amélioration. Est-ce que j'aurais eu des soucis sans? Je ne peux pas vous dire. Et également cette partie-là, guidage, donc toujours pour protéger la petite gaine. Et bien à savoir que sur cette nouvelle version, on a un cache intégral qui vient protéger le circuit imprimé, donc de redistribution des nappes, etc. Et on va retrouver d'office également cette petite pièce donc, que j'avais designée pour protéger la fameuse nappe. On va retrouver également ce système ici, donc avec un cache plus simple que l'ancien, mais voilà, en tout cas avec cette protection de nappe.
Amélioration suivante, d'origine le porte-rouleau en fait n'était pas équipé de ces petits tubes en fait, hein, c'était des simples petits roulements qui étaient de chaque côté. Donc en gros à chaque taille de rouleau qu'on utilisait on devait resserrer ou écarter les deux parties. Donc c'était pas grand chose à améliorer mais en tout cas c'est quelque chose que j'avais dû prévoir. À savoir que sur cette nouvelle version le petit accessoire est directement fourni. Attention, si vous avez de très grandes bobines, les grosses bobines ne passeront pas forcément en largeur. Donc ça c'est une chose à prendre en compte. Les 2 kg sont à mon avis plus larges, donc vous pouvez à mon avis être embêté. A savoir que le système de fixation aussi est un petit peu cheap. On a juste une petite molette derrière. Et en fait on a un côté qui est à peine fixé, donc on a un porte-rouleau qui est un petit peu branlant. C'est un peu dommage. Une petite vis supplémentaire aurait sans doute résolu le problème. En tout cas ça n'a pas été prévu. Amélioration suivante, c'était l'installation du Bell Touch, donc à la place de la petite LED RVB, on utilisait le câblage jusqu'à la carte mère, on faisait un petit peu de manip côté carte, et on flashait le firmware. Là, sur la version X2, le Bell Touch est intégré d'origine. Rien à modifier de ce côté-là. Amélioration suivante, c'était l'impression de cette petite pièce pour guider le câble. Et également ici un gros problème, on est sur une alimentation 220 volts hein, sur le plateau. Donc voilà, on a du courant secteur qui circule là-dedans. Et en fait, la gaine qui était utilisée était vraiment mal foutue. Et au bout d'un certain temps, le câble venait se couper. Littéralement se casser à l'intérieur à force de faire des mouvements, ce qui fait qu'on avait des... Enfin moi j'avais des erreurs thermal runaway, en fait en gros la sécurité de la carte mère qui détectait pas une chauffe ou en tout cas une variation bizarre, donc j'avais quelquefois une pièce qui était foutue en cours de route. C'était pas grand chose, hein, juste 2 câbles à changer et puis une autre gaine à mettre en place. Mais en tout cas voilà un système d'origine qui était pas terrible ici au niveau du guidage du câble d'alimentation et de la sonde de température du plateau. Et j'ai envie de dire c'est une des améliorations les plus notables de cette machine. Ici en fait on a un nouveau système de gaine donc, qui déjà ne va pas dépasser du plateau en cours d'impression. Donc ce qui permet vraiment de gagner de la place contre un mur hein, si on pose ça sur un meuble. Mais surtout en fait le guidage qui se fait de manière extrêmement souple. On a même un petit guide ici, hein, on a vraiment un emplacement qui est prévu. Et une gaine qui est vraiment très souple, très bien conçue. Là c'est vraiment un point vraiment que je souhaitais mettre en avant parce que voilà en termes de sécurité c'est vraiment un grand pas en avant de la part d'Artillerie. Je vous parlais du guidage et du porte-rouleau tout à l'heure, donc en termes de guidage on a toujours la petite courroie de synchronisation des deux côtés de Z, on a un petit roulement à l'intérieur. Donc de l'autre côté je peux vous montrer, on a un peu le même principe, mais voilà sur une pièce en plastique. Le porte-rouleau donc qui était quand même bien rigide, même s'il manquait ce rouleau, que je trouve un peu cheap sur cette version là. En fait on a juste une petite molette pour verrouiller les deux, en gros ça se tient un petit peu par l'opération du Saint-Esprit. C'est un petit peu dommage sur ce point. Concernant l'extrudeur, pas de changement, on est toujours sur un direct drive. A priori, ils n'ont pas revu cette pièce-ci, donc ça c'était une pièce un petit peu fragile. C'était peut-être même le défaut de la machine. Donc c'est vrai que je l'avais redesignée cette pièce et je crois qu'on la trouve sur Cult encore. Bon, moi je l'avais déjà changée sur la mienne. Je l'avais refaite en version carbone, donc beaucoup plus costaud. Elle n'a pas recassé depuis, mais en tout cas c'est une fragilité. L'avantage de cette machine, c'est que le direct drive est vraiment très léger. Donc on a très peu d'inertie, donc forcément une qualité d'impression qui est top. Non, c'est vraiment un bon extrudeur. Première mise sous tension de la petite mémère. Le bip qui n'a pas changé, donc on entend le Bell Touch qui claque au démarrage, ce qui est normal. Hein. Donc au niveau du menu, a priori, on va pas être perdu, c'est le même. Ça c'est plutôt agréable. Donc la mise en... Bon, donc du coup je vais pouvoir vous le présenter rapidement. La mise en température qui est ici. L'extrusion donc pour charger ou décharger le filament. Un peu de mouvement manuel. Donc on est toujours sur du driver ultra silencieux. Écoutez. On n'entend presque pas le ventilateur. Et alors le moteur. Quel bonheur. Clairement, c'est une des machines les plus silencieuses que j'ai eues en V1 et j'ai l'impression qu'ils ont fait encore mieux. Voilà, donc la mise à niveau des axes. Oh, c'est silencieux. Donc l'axe Z est forcément un tout petit peu plus bruyant, c'est normal, mais il fonctionne très peu, donc il n'y a pas de souci.
Voilà, donc la mise à niveau en plus se fait avec le BL Touch, donc on n'a pas de capteur supplémentaire, ça je suis étonné. En tout cas c'est parfait. Level, donc la mise à niveau du plateau. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne, mais on va regarder. J'ai demandé un angle. Donc, elle fait sa mise à 0. Ouais, donc en fait, elle fait sa mise à niveau avec le. Enfin, sa mise à 0 avec le BL Touch, mais je pense que le réglage d'assiette se fait encore à la main. Je vais vérifier, mais à mon avis, ce sera ça. Donc ici, le charge, donc tout à l'heure, filament, c'était juste l'extrusion. Le chargement de filament, il est ici. Le mort, donc on a quoi? Ah, on a encore une petite loupiote qui est en dessous, on voit. Donc ça c'est les réglages de distance plateau buse avant une fois que c'est réglé en fait. C'est-à-dire si vous jugez que vous avez une couche qui est un peu trop proche ou trop éloignée du plateau, vous pouvez la régler d'ici. Donc en fait c'est ce petit menu supplémentaire là, c'est quelque chose qu'on ajoutait avec le firmware modifié sur la V1. Et on a un auto level, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. On va voir si elle nous fait un palpage complet en maille ou pas. J'imagine que oui. Ouais, ça aurait été dommage de ne pas avoir le palpage en maille. Nous allons voir une garantie des CD en direct. Voilà, donc le petit CD de garantie qui est void. Voilà, désolé. De toute façon, j'ai confiance. J'ai pas eu de souci avec ma V1. Je vois pas pourquoi j'en aurais que la V2. Hop, on va démonter un petit peu la petite mémère. Nous voilà arrivés dans les entrailles de la bête. Je vais déconnecter le ventilateur, qu'on puisse voir un petit peu ce qui s'y passe. Niveau électronique, on a une carte donc, qui est en 32 bits de ce que j'en sais, donc une artillerie Ruby, une carte constructeur, donc ça c'est plutôt négatif, en cas de panne ça oblige à passer par artillerie. J'ai jamais eu de soucis sur la première carte. Après voilà, on n'est pas à l'abri. La chose par contre qui est positive, on a des contrôleurs séparés, c'est-à-dire que si demain il y a une petite panne, on change pas la carte pour un driver qui pourrait avoir lâché pour X raison. Ça c'est une pièce qui peut effectivement tomber en panne. Le fait de pouvoir la remplacer, je trouve que c'est vraiment un réel plus. Au niveau réalisation, bon, c'est plutôt propre. On a des sections de câbles qui sont plutôt correctes. On va essayer de dézoomer un peu pour voir l'ensemble. L'alimentation, c'est un petit format, donc une alimentation 24 volts toute simple. Système que je ne connaissais pas. Ici en fait on retrouve le petit sélecteur 110-220 volts. Et en fait le MOSFET, donc l'élément qui permet de contrôler la chauffe du plateau et qui en même temps protège le système de chauffe, est solidaire en fait de ce système d'alimentation. Donc c'est plutôt ingénieux. On voit ici le système d'alimentation du plateau, donc on est sur de la belle section de câbles. Apparemment de la belle section également pour la température, enfin la sonde de température qui passe aussi en fil relativement épais et souple. On est sur du fil plutôt siliconé, donc je pense pas qu'on aura de soucis de fracture de câble ici, donc ça c'est plutôt pas mal. On est sur une conception très simple, qui m'inquiète peut-être un petit peu plus que sur la V1, parce que sur la V1 on était sur une carte un petit peu plus open source. Voilà, voir dans le temps la longévité de la carte de contrôle, mais en tout cas ça a l'air sinon plutôt bien réalisé. L'installation du filament est aussi simple que pour la version 1, donc on pose la bobine, on passe le filament dans le détecteur, donc il ressort ici, on va chercher la tête, on rentre le filament, on écarte légèrement le levier, une fois qu'on est bien dedans on joue un petit peu avec la molette, et une fois que la molette rip, c'est qu'on est au bon niveau. J'ai préparé une petite pièce de test, donc un benchmark comme j'ai déjà pu présenter sur la Anycubic Viper. Au pire, je vous mettrai le lien en description, ça peut être utile pour tester votre propre machine, pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas.
J'ai mis le petit fichier sur la clé USB, donc ça c'est pareil, c'est le point super agréable chez Artillery, donc qui était déjà le cas sur ma Sidewinder X1, la possibilité d'utiliser une clé USB, pas besoin d'adaptateur et charger sur le micro SD. Je crois que j'ai jamais mis de micro SD sur la X1, donc ben voilà, la petite clé USB est toujours là. C'est celle d'ailleurs de ma Sidewinder X1. Je vais pouvoir imprimer la pièce, donc qui est celle-ci. Hop, je confirme, je lance, c'est parti. La chauffe du plateau, vous allez voir que c'est ultra rapide. On va le faire en temps réel. Je vais parler un petit peu pour meubler, même si ça va pas être forcément super intéressant. Mais voilà, on a effectivement une chauffe de plateau qui est ultra rapide. On est déjà à 25 degrés, 26, 27. C'est l'avantage du plateau 220 volts. Hein. Donc, par contre, on est bien sur une petite LED RVB en dessous. C'est pas juste une LED blanche, donc ça lui met en bleu. Donc je pense qu'il y a encore des codes couleurs en fonction de ce qui se passe en machine. Là, le plateau est déjà à 40 degrés, hein. Il n'y a même pas une minute. C'est quand même redoutable d'efficacité. 40, 41, 42, 44. En général, je speed up un petit peu l'étape, mais je trouve ça tellement efficace. J'avais installé d'ailleurs le plateau chauffant 220 volts sur mon X5S modifié, hein, que j'avais présenté avec le kit Lurge. Il était un petit peu moins efficace. Donc, je ne sais pas ce qui fait la différence, hein, je ne m'y connais pas plus que ça en plateau chauffant. Bon, on retrouve toujours le même défaut que sur la Sidewinder X1, à savoir que le plateau chauffant ne chauffe pas bien sur les coins. Donc si vous avez de très grandes pièces carrées, c'était une source de problème pour moi, j'avais souvent des décollements sur les extérieurs. Ça, c'est un défaut apparemment qui perdure. Même si on dirait que ça chauffe quand même un petit peu plus loin. Ouais, non, je pense que c'est pareil. Oh, peut-être un petit peu plus loin quand même. Bon, en tout cas, voilà. C'est chaud. C'est déjà chaud depuis quelques secondes. Donc effectivement, il y a la couleur qui change. Donc le bleu chauffe plateau, apparemment le rouge chauffe extrudeur. Si je ne dis pas de bêtises. Là, on va laisser chauffer et puis on viendra à l'impression juste après. C'est donc parti, donc effectivement la couleur de la petite loupiote, enfin la LED change en fonction du statut. Donc j'ai pas les codes couleurs en tête, hein, mais en tout cas c'est bien le cas. Voilà, donc la mise à niveau du plateau. Il va y avoir un petit essuyage. Donc là j'ai pas fait d'ajustement de distance plateau, volontairement voir si c'est réglé d'office. Hein. Je me mets à la place du débutant qui connaît pas la machine. Donc un double essuyage qui n'a pas l'air trop mal. Non, ça a l'air de fonctionner. La première couche est peut-être un peu serrée. Donc est-ce que j'ai encore la possibilité de faire le réglage d'ici? Ouais, donc on a la possibilité de remonter légèrement. Alors je sais plus, je crois que c'est le micro stepping ou un truc comme ça. Donc sur les premières couches, on peut relever légèrement ou baisser la tête en cours d'impression. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc, la mise à niveau plateau est par contre pas parfaite apparemment. Donc là pour l'impression je vais jouer dessus. J'ai l'impression qu'on est légèrement vrillé. Bon, j'ai fait un petit réglage à la main avec les molettes, ça rattrape le souci. Bon, on va laisser terminer la pièce de test et puis voir un petit peu ce que ça donne à l'arrivée. Voilà le résultat, la pièce sortie tout juste de l'imprimante. Donc on a un résultat qui est quand même assez impressionnant. Meilleur qu'avec l'Anycubic Viper, surtout au niveau de l'overhanging, hein, au-dessus. On voit qu'on a beaucoup moins de franges. Donc j'ai utilisé le profil Cura Sidewinder X1 qui fonctionne très bien. Donc si vous avez déjà un réglage, c'est parfait. Et c'est l'occasion du coup d'updater votre machine sans devoir modifier tous vos réglages. Vous vous demandez sans doute si je recommande cette machine. Ce serait difficile de dire non. Comme je vous disais en début de vidéo, jusque récemment, quand on me demandait quelle machine je recommandais en grand format, je répondais quasiment systématiquement Sidewinder X1. Donc forcément, on est dans la continuité d'un produit qui a fait ses preuves et d'une machine dont je suis clairement amoureux. Je parle de ma X1. On a une marque, ce qui est assez rare, qui a tenu compte des évolutions de son ancien produit, donc dans la communauté maker.
C'est-à-dire qu'il a intégré des choses qui ont été créées par d'autres sur le produit pour le rendre meilleur. Donc forcément, c'est quelque chose qui est vraiment saluable. Bravo Artillery. Après, si comme moi vous êtes un petit peu geek et que vous voulez satisfaire votre envie d'innovation, malheureusement ça va pêcher un petit peu. On est sur un produit qui est parfaitement fonctionnel, voilà, rien à dire. Après la seule chose que je peux pas encore quantifier maintenant, c'est la fiabilité, parce qu'on a quand même pas mal d'électroniques constructeurs donc, qui sont forcément des possibilités de panne potentielle. En tout cas sur la globalité de la machine, on a une mécanique éprouvée qui fonctionne et que j'ai testé vraiment dans des conditions un peu extrêmes. Voilà, vous pouvez foncer tête baissée. Mais voilà, comme je disais, niveau innovation, on est un petit peu sur du zéro. Voilà, on est sur une machine qui est quasiment une copie conforme, défaut corrigé de la Sidewinder X1. Donc voilà, si vous êtes quand même un petit peu geek et que vous êtes vraiment à la recherche de l'innovation, de la nouveauté, vous souhaitez vous prendre un coup de pied aux fesses ou un coup de poing dans la figure, pour ne pas dire dans la gueule, parce que vous recherchez une machine vraiment voilà, qui a ce petit truc en plus, non, c'est pas forcément un produit que je vais recommander. Par contre, voilà, si vous cherchez une machine bien conçue mécaniquement, clairement foncez tête baissée, je peux vous dire que ça. Pour conclure cette vidéo, je dirais que cette Sidewinder X2 est plutôt une bonne surprise. J'ai sans doute dû vous paraître un petit peu plus stoïque pour le test de l'Anycubic Viper, qui était vraiment une machine pour moi super novatrice. Ça n'enlève rien en la qualité de cette machine et je tenais à le préciser. Voilà, j'espère avoir répondu à vos interrogations sur cette machine, donc l'Artillery 3D Sidewinder X2. J'ai réussi à le dire sans bafouiller, c'est magnifique. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, likez, partagez, parlez de nous autour de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.